C'est l'une des plus petites mers du monde. La Méditerranée est 7 fois plus grande. Vue du ciel, elle offre un spectacle d'une beauté enchanteresse. La mer Baltique. Des îles, des falaises escarpées, une source intarissable d'inspiration pour les artistes. De tout temps, on a beaucoup commercé sur la Baltique, comme en témoignent les anciennes villes hanséatiques. Notre voyage, qui débute à Flensburg, dans l'extrême nord de l'Allemagne, nous conduira jusqu'à l'île d'Usedom, près de la frontière polonaise. En chemin, nous découvrirons d'incroyables paysages lagunaires et survolerons des villes pour constater combien tout, ici, est profondément marqué par la mer. La Baltique nous suivra jusqu'à l'intérieur des terres, entre Kappeln et Schleswig, car ce qui ressemble à un large fleuve est en réalité un gigantesque bras de mer, la Schlei. Flensburg, un bras de mer protégé et un arrière-pays plat, l'endroit idéal pour fonder une ville. Le port a vu le jour dès le Moyen-Âge. Plusieurs routes commerciales, terrestres et maritimes se croisaient à Flensburg. Les bateaux étaient chargés de harengs salés et d'huile de baleine chassée en mer du Nord. Les routes maritimes rejoignaient le Groenland au nord et la mer Méditerranée au sud. Plus tard, elles allaient s'étendre à l'ouest jusqu'aux Antilles danoises, où les cales des navires se remplissaient de sucre et de rhum. Jadis, les vaisseaux jetaient l'ancre ici, au cœur de la ville. L'ancien port est devenu un musée où l'on peut admirer des voiliers historiques. L'activité marchande se déroule désormais un peu plus loin. Les anciens entrepôts et les élégantes demeures des négociants et des capitaines évoquent aujourd'hui encore la richesse d'antan. Du fait de la proximité du Danemark, une grande partie des 90 000 habitants de Flensburg parlent le danois, en plus de l'allemand et du bas-allemand. Le parti politique de la minorité danoise d'Allemagne s'est d'ailleurs établi dans la ville. La frontière entre l'Allemagne et le Danemark passe au milieu de la baie. Les deux îlots qu'on aperçoit ici sont danois. Des projets écologiques y sont menés avec le soutien du ministère de l'Environnement, mais localement, on les connaît surtout pour leur sympathique festival d'été. Non loin de là se trouve la ville la plus septentrionale d'Allemagne, Glücksburg, littéralement le château du bonheur. Un nom qu'elle doit à cet édifice du XVIe siècle, que les Glücksbourgeois aiment à présenter comme le berceau d'une partie de la noblesse européenne. Son premier propriétaire, Jean le Jeune, père de 23 enfants, donne naissance à une véritable dynastie qui, grâce à des mariages savamment arrangés, rayonne bientôt de l'Angleterre à la Grèce, en passant par l'empire des tsars. Animé, semble-t-il, par une incroyable soif de pouvoir, le duc de Schleswig-Holstein décide un jour de faire construire une ville à l'entrée du bras de mer, à 20 km à peine de son château. L'ambitieux personnage veut ainsi faire concurrence aux riches marchands de Flensburg. Il ne reste de cet audacieux projet que la petite église de Neukirchen. Le duc meurt avant d'avoir pu le mener à bien, et ses héritiers sont trop occupés à se quereller pour prendre la relève.
Les Flensbourgeois restent ainsi les seuls maîtres de ce bras de mer de 37 kilomètres. Nous survolons à présent la réserve naturelle du Geltingerbirk. Un moulin à vent datant de 1827 en est devenu l'emblème, le moulin Charlotte. Charlotte a certes moulu beaucoup de blé, mais son rôle principal a été de drainer ces basses terres trop souvent submergées. Ici, l'homme et la mer se disputent la suprématie depuis des siècles. Pour entretenir les paysages naturels de la réserve, on y a introduit des races bovines rustiques. Le bétail empêche les roseaux et les arbustes d'envahir la totalité de l'espace. On espère ainsi voir renaître un paysage authentique tel qu'il a pu exister il y a 100 000 ans. Des coniques, proches descendants des chevaux primitifs européens, viennent leur prêter main forte. Un petit troupeau a été constitué en 2002, puis lâché au sein de la réserve où ils passent en liberté. Schleimunde, l'embouchure de la Schlei. On dirait un delta, avec ses multiples ramifications, mais c'est encore la Baltique. La Schlei est un bras de mer qui pénètre loin à l'intérieur des terres. L'entrée du bras de mer est protégée par une presqu'île, la Lotseninsel, l'île des pilotes. C'est ici que pendant des siècles, des marins qui connaissaient chaque écueil de ces eaux peu profondes montaient à bord des navires marchands pour les guider à travers la Schlei. Cette époque est révolue. Il n'y a plus ici ni pilote, ni gardien de phare. Les habitants de la presqu'île de Masholm ont longtemps navigué sur des navires de commerce. Ils se sont tournés vers la pêche au cours du siècle dernier. Si les chalutiers continuent à vendre sur le port leurs poissons fraîchement pêchés, ce petit paradis semble aussi attirer une toute autre population, à en juger par ses 450 postes d'amarrage destinés aux navires de plaisance. Nous voici maintenant à l'intérieur du bras de mer, à Kappeln. La ville est connue pour cette singulière installation datant du XVe siècle. On trouvait alors partout en Europe des barrages de ce type, qui servaient à retenir les harengs pour la pêche. Aujourd'hui, il ne reste plus que celui-ci, toujours exploité. Pourtant, ce ne sont pas les harengs qui ont fait entrer Kappeln dans l'histoire, mais ses habitants et leur esprit rebelle. La petite ville d'Arnis, juste à côté, en est le fruit. Au milieu du XVIIe siècle, 64 familles de Kappeln refusent de se soumettre aux despotes qui règnent sur leur ville et prétendent les asservir. Plutôt que de lui jurer fidélité, elles quittent Kappeln et se mettent en quête d'un nouveau lieu de vie et d'un nouveau protecteur. Elles le trouvent en la personne de Christian Albrecht von Gottorf, un duc aux idées progressistes, qui leur cède une presqu'île alors inhabitée, tout près de leur ville d'origine. Ces familles y commencent une nouvelle vie et se mettent bientôt à prospérer.
l'esprit rebelle de leurs aïeux fait aujourd'hui encore la fierté des habitants d'Arnis. La conclusion pacifique du différend entre le despote et ses sujets compte parmi les épisodes les plus étonnants de l'histoire allemande. Depuis les années 1930, Arnis, avec ses 300 habitants, est la plus petite ville du pays. Autre superlatif, 10 km plus loin, la Schlei est enjambée par le pont le plus capricieux d'Allemagne. Dans les années 1920, le pont basculant de Lindaunis passait pour un petit bijou d'ingénierie. Aujourd'hui, il est passablement déformé et pour le moins imprévisible. Parfois, il refuse tout bonnement de s'ouvrir. Tout bateau pourvu d'un mât se retrouve alors coincé. D'autres fois, il ne veut pas se fermer. C'est alors la circulation routière et ferroviaire qui s'en trouve bloquée. Mais ces dysfonctionnements prendront bientôt fin. Un nouveau pont doit être construit et ce dinosaure de l'histoire des transports démoli. Sur les rives de la Schlei vivaient naguère des Vikings. Fondée au IXe siècle, Haithabu, l'une des plus grandes colonies vikings du Moyen Âge, était établie ici. Le site a depuis été presque entièrement englouti par la mer. Des archéologues ont reconstitué quelques embarcations vikings ainsi que plusieurs habitations. Ce village-musée permet de s'imprégner de la vie de ses anciens occupants. Haithabu est détruit au XIe siècle, quand d'autres peuples évincent les Vikings, dont les affaires avec l'Europe de l'Ouest, la Scandinavie et la Baltique avaient été si florissantes. Érigée dans les années 1970, la Tour des Vikings entretient le souvenir de ces navigateurs légendaires. À peine Haithabu anéanti, une autre colonie va prendre les rênes du commerce en Europe du Nord, Schleswig, sur la rive opposée de la Schlei. Les premières pierres de l'édifice emblématique de la ville, la cathédrale Saint-Pierre, sont posées au XIe siècle. Curieux emplacement pour un cimetière. Les morts reposent en plein cœur de Holm, un quartier de pêcheurs, là où on s'attendrait à trouver la place du marché. L'actuel château baroque de Gottorf se dresse à l'emplacement d'une ancienne forteresse du XIIe siècle. Aujourd'hui, il abrite 2 musées. Quand ce jardin baroque a vu le jour au XVIIe siècle, il a fait sensation. Pas moins de 1200 variétés de plantes rares y étaient réunies. Un luxe qu'avait décidé de s'offrir le duc Frédéric III. Il voulait un jardin en terrasse ponctué de fontaines et de jeux d'eau
dans ce qu'on appelait le style italien. Un vrai petit chef-d'œuvre qui a été restauré récemment au terme de près de 2 siècles d'abandon. Nous continuons maintenant notre périple vers l'Est jusqu'à Eckernförde. Ici, la pêche a toujours occupé une place importante dans l'économie. Les fumoirs de la ville sont particulièrement connus pour leurs sprats fumés. De nos jours, Eckernförde tire surtout profit de la beauté de son littoral. 4 kilomètres de plage de sable blond. Il faut pourtant attendre le 19e siècle pour que l'on commence à percevoir le potentiel de la Baltique en matière de loisirs et de détente. Le tourisme fait ses premiers pas dans la baie d'Eckernförde en 1831. Un établissement de bains ouvre dans le village voisin de Borby. Mais les activités de pêche et de commerce ne cessent pas pour autant. Le silo du port a été construit dans les années 1930. Bien que les exigences de la logistique moderne ne permettent plus d'y stocker les céréales, il demeure l'emblème de la ville. Le blé et l'orge sont les 2 céréales les plus cultivées de cette région au sol fertile, bien arrosé par les pluies. Au cœur de l'été, on récolte le blé d'hiver semé en automne. La paille servira de litière dans les étables. Dans cette région dominée par l'agriculture, on trouve des centaines de petits centres équestres. Ici, tout le monde apprécie la nature et sait profiter des plaisirs qu'offre la mer. La situation n'est toutefois pas si paradisiaque que ça. La Baltique est confrontée à de graves problèmes écologiques. L'agriculture intensive conduit à la pollution des sols et des eaux. De plus, entre l'eau déversée par les fleuves et les précipitations atmosphériques, la mer est de moins en moins salée. Tout cela menace les micro-organismes marins et les poissons. Dans ce qui est la plus grande étendue d'eau saumâtre du monde, il faut des décennies pour que se renouvellent les eaux, par ailleurs contaminées par les nombreux bateaux qui les sillonnent. Les compétitions de voile, comme la mythique semaine de Kiel, ont quant à elles peu d'impact sur l'écosystème local. Voici l'entrée du canal de Kiel, la voie navigable artificielle la plus fréquentée au monde, qui relie la Baltique à la mer du Nord.
traverse les terres sur près de 100 km. Le port de Kiel est aussi le point de départ de nombreux ferries pour les États riverains de la Baltique, Norvège, Danemark, Lituanie. Et 130 navires de croisière y mouillent chaque année. Tous les jours, des passagers embarquent quai de la Norvège pour une traversée de 20 heures à destination d'Oslo. Par beau temps, le trajet a tout d'une agréable petite croisière. En sortant du port de Kiel, tous les bateaux passent devant le mémorial naval de Laboe. Érigé après la Première Guerre mondiale, il commémore aujourd'hui les innombrables marins de toutes nationalités morts ou disparus en mer au cours des 2 conflits mondiaux. Chaque année, pendant la semaine de Kiel, la marine allemande organise une cérémonie solennelle au pied de ce monument aux morts devenu mémorial pour la paix. Un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale est exposé non loin de là. Nous quittons maintenant Kiel pour poursuivre notre périple vers l'Est. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale rôde aussi dans les écuries du château de Panker. Le haras royal de Trakenen était le plus grand et le plus célèbre de Prusse orientale. Les chevaux qu'on y élevait, les fameux Trakener qu'on retrouve ici, ont rallié les longues colonnes d'Allemands qui fuyaient l'armée rouge pendant l'hiver glacial de 1944-45. Ces réfugiés qui avaient tout perdu se sont retrouvés aux 4 coins de l'Allemagne. Les petites localités du littoral de la Baltique ont vu leur population doubler. Les marais saumâtres de la réserve naturelle de Graswarder. Et sur la plage, quelques maisons alignées. Ce ne sont pas d'anciennes maisons de pêcheurs, mais des villas construites autour de 1900 à l'initiative des membres fortunés d'un établissement de bains allemand. Si le lieu est assez extraordinaire, son isolement obligeait ses résidents à mener une vie spartiate. Ils devaient tout faire venir d'ailleurs, à commencer par l'eau douce. Aujourd'hui, les maisons sont raccordées au réseau public d'adduction d'eau. Reste que la mer se rapproche dangereusement des maisons. Ce pont relie le continent à l'une des plus grandes îles d'Allemagne, Fehmarn. Construit dans les années 1960, il s'étire sur près d'1 kilomètre. Surnommé le cintre en raison de sa forme, le pont de Fehmarn est un important axe routier, car il constitue le chemin le plus rapide pour aller au Danemark. Il débouche sur une route de 13 km qui mène à l'autre bout de l'île. Le voyage se poursuit en ferry depuis le terminal de Puttgarden.
Puttgarden est à 19 km de Rødby, sur la rive danoise. 4 ferries parfaitement synchronisées assurent une navette toutes les demi-heures. Ces ferries constituent le tronçon maritime de la Vogelfluglinie, la ligne à vol d'oiseau qui relie Hambourg à Copenhague. Mais l'Europe veut aller toujours plus vite. Bientôt, ils seront remplacés par un gigantesque tunnel sous la Baltique. Il reliera l'Allemagne au Danemark, qui a déjà accepté de débloquer les fonds nécessaires. Le projet avance à grands pas. Sur la pointe sud-est de Fehmarn se dresse le vieux phare de Stabberhoek. Sa lentille date de 1870, mais elle a servi un autre phare avant d'arriver ici en 1903. Pour l'accueillir, on a construit à Stabberhoek une tour de briques jaunes, un matériau qui s'est avéré insuffisamment robuste pour résister aux tempêtes. Du côté le plus exposé aux intempéries, on a donc rapidement remplacé les briques jaunes par des briques rouges. Ernst Ludwig Kirchner a néanmoins eu le temps d'immortaliser le phare alors qu'il était encore totalement jaune. Le peintre expressionniste a logé plusieurs étés chez le gardien du phare au début du siècle dernier. Il a également peint la grange baroque de la ferme Stabberhof toute proche. Chez Kirchner, le bâtiment est d'un jaune très vif, teinté de vert et brille dans la nuit. De l'île de Fehmarn, nous descendons la côte vers le sud pour rejoindre Lübeck. Nous sommes accompagnés par un planeur qu'un avion à moteur a remorqué depuis l'aérodrome de Grube. Lui aussi met le cap vers le sud. À 1000 mètres d'altitude, une fois le câble de traction décroché, il se met à planer comme un oiseau. Si les conditions sont favorables, un planeur peut rester des heures dans le ciel. Il exploite non pas les vents, mais les ascendances thermiques, c'est-à-dire les mouvements verticaux de l'air. Il faut beaucoup d'expérience pour exécuter des figures dans le ciel avec un planeur. On doit choisir le bon moment, la bonne vitesse. Et avoir envie de voir le ciel sous une toute autre perspective.
À Ziegeneben, les maisons sont magnifiques. Bien proprettes, superbement entretenues, d'un blanc étincelant, elles semblent très différentes des constructions de briques rouges, pourtant typiques du nord de l'Allemagne. Et ce, depuis le raz-de-marée destructeur de 1872. Les maisons ont été tellement abîmées par les eaux que le propriétaire du domaine a décidé de toutes les faire blanchir à la chaux. Il est difficile d'imaginer que la Baltique, cette mer intérieure sans accès direct à l'océan, puisse être aussi ravageuse. Mais les môles qui entourent les ports de plaisance laissent deviner que le calme estival peut être trompeur. Le port de Neustadt abrite 1500 bateaux à voile et à moteur. La ville possède également un port de commerce dédié au transit des céréales. Comme dans de nombreuses communes du pourtour de la Baltique, on trouve ici en plein centre-ville un vieux silo à grains. Construit en 1830 par un jeune charpentier, il ressemble à une pagode avec ses fentes d'aération latérale. À l'époque, son architecture peu conventionnelle lui a valu pas mal de critiques. C'est désormais une attraction touristique. Des touristes, la région n'en manque pas. Timmendorfer Strand est l'une des stations balnéaires les plus fréquentées de la Baltique. Ici, comme dans beaucoup d'autres localités côtières de la Baltique, aller à la plage n'est devenu à la mode qu'au milieu du XIXe siècle. Auparavant, c'était un loisir inconnu. Très peu de gens savaient nager. Ce n'est que lorsque les médecins ont commencé à vanter les vertus thérapeutiques des bains de mer qu'on a enfin osé s'approcher de l'élément liquide. La ligne de côte se transforme en permanence. Les falaises peuvent reculer d'1 mètre en un an, laissant apparaître sans cesse de nouveaux fossiles. Sous l'effet de l'érosion, engendrée principalement par les tempêtes hivernales, la roche se désagrège. Pour le plus grand bonheur des stations balnéaires voisines, comme celle de Timmendorf et Travemünde, qui voient s'agrandir leurs plages de sable. Dans les années 1970, un énorme hôtel a été construit à Travemünde, car le boom balnéaire semblait devoir durer. Haut de 119 mètres, il domine la plage et le port, où est amarré le Passat, un voilier qui naviguait déjà avant la Première Guerre mondiale. Cet imposant 4 mâts a transporté du salpêtre entre Hambourg et le Chili, et du blé entre l'Europe et l'Australie. Il a franchi 39 fois le redoutable Cap Horn. Le Passat fait partie d'une série de navires légendaires, capables de rivaliser avec les premiers bateaux à vapeur. Il a néanmoins fini par prendre sa retraite, mais s'il ne part plus à l'assaut des océans, il connaît une deuxième vie en tant que musée et auberge de jeunesse. Travemünde est aussi le plus grand terminal de ferry de la Baltique. Du quai de Scandinavie, des bateaux partent pour la Suède, la Norvège, la Finlande et la Lettonie, avec à leur bord marchandises, voitures et poids lourds. Travemünde est rattaché à Lübeck, ancienne capitale de la Hanse.
Cette vaste union de marchands, puis de villes marchandes à partir du milieu du XIVe siècle, a été créée dans le but de défendre les privilèges économiques octroyés par divers souverains européens à ses membres. C'était une association professionnelle parfaitement organisée. Le chœur médiéval de Lübeck a été inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO dans les années 1980. Il représentait, selon les experts, un chapitre important du développement de l'humanité. La Holstentor, emblème de la ville, faisait autrefois partie d'une fortification. L'ancien mur d'enceinte comportait 2 autres portes du même type. Au Moyen-Âge, les habitants de Lübeck protégeaient jalousement leur immense richesse que toutes les villes alentours leur enviaient. L'UNESCO a voulu saluer le plan harmonieux du bourg médiéval, ses demeures historiques de toute beauté et les 7 clochers monumentaux qui rehaussent l'impression d'ensemble. Nous progressons un peu plus vers l'est. L'ancien territoire de la RDA commençait de l'autre côté de la Trave. Aujourd'hui, le fleuve sépare ici le Schleswig-Holstein du Mecklembourg-Poméranie occidental, et nous le traversons sans même y penser. Pendant plus de 40 ans, passer cette frontière naturelle a été impossible pour la plupart des citoyens allemands. Les habitants de l'Ouest se rendaient rarement à l'Est, et le rideau de fer était infranchissable pour la plupart des Allemands de l'Est. Le Mecklembourg-Poméranie occidental compte 2000 monuments historiques protégés, châteaux, manoirs et fermes. Après la réunification, tous n'ont pas été aussi magnifiquement restaurés que le Schlossgut Großschwanzee, le château du lac des Cygnes, converti en hôtel. De nombreux bâtiments de l'arrière-pays connaissent un sort moins glorieux. De prétendus investisseurs se présentent, avec d'impressionnants projets de restauration, obtiennent des subventions, mais ne font rien. De somptueux châteaux se délabrent ainsi à vue d'œil. Le Land réussit toutefois à en sauver quelques-uns. Le château de Bothmer fait partie des heureux élus. C'est le plus grand palais baroque de la région. Grâce à la restauration d'une bonne partie de ses bâtiments, il brille depuis peu d'un nouvel éclat.
Le manoir de Peut-Tenitz n'a pas eu cette chance. Ses acquéreurs avaient pourtant promis une rénovation en règle et voulaient en faire un lieu de villégiature de grand luxe. Mais les investisseurs se sont succédé sans qu'aucun n'entreprenne quoi que ce soit. Comme un peu partout dans l'ex-Allemagne de l'Est, l'euphorie a été de courte durée. En RDA, la Baltique était surnommée la frontière bleue. Nombreux sont ceux qui ont tenté de tourner le dos au système communiste en s'enfuyant depuis l'une de ces plages. À bord de canots pneumatiques ou de matelas gonflables, à la nage, en surf et même en scooter sous-marin. Quelques 5500 citoyens de RDA ont essayé de fuir par la mer. 1 sur 10 seulement a réussi à rejoindre le Schleswig-Holstein ou la Scandinavie. Un îlot inhabité dans la baie de Wismar. Dans cette réserve naturelle, seuls les ornithologues ont l'autorisation de séjourner pour observer les cygnes tuberculés, les huîtriers pies ou les goélands cendrés. En raison de sa forme particulière, l'îlot a été baptisé la baleine. Wismar a elle aussi fait partie de la Hanse. Et sa vieille ville, comme celle de Lübeck, a été classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'église Saint-Nicolas est l'édifice le plus marquant de la ville. Son clocher atteignait autrefois une hauteur vertigineuse. Mais un ouragan l'a emporté en 1703 et a sérieusement endommagé la nef. Dédié aux marins et aux pêcheurs, ce chef-d'œuvre du gothique tardif a été construit entre la fin du XIVe et la fin du XVe siècle. Le port de Wismar accueille surtout des navires de charge transportant du bois. Toutes ces grumes viennent des pays baltes et scandinaves, mais aussi d'Écosse et d'Espagne. Elles sont ensuite transformées à Wismar dans la plus grande scierie d'Allemagne, construite sur une ancienne base militaire soviétique. On y produit du bois de sciage, des panneaux d'agglomérés, du parquet et des granulés. Juste à côté, voici le chantier naval de Wismar, créé par l'armée rouge après la Seconde Guerre mondiale pour des activités de réparation. Après la chute du rideau de fer, il n'a pas pu faire face à la concurrence des chantiers de l'Ouest et s'est lentement acheminé vers la faillite, malgré plusieurs changements de propriétaires. En 2009, il a été racheté par un investisseur russe qui l'a reconverti dans la construction de brise-glace et de plateformes offshore. Légèrement au nord-est, on aperçoit l'île de Peul et une étroite bande de terre qui n'existait pas il y a quelques décennies encore. Elle ne s'est détachée du continent qu'au milieu des années 1970. Tout en longueur, elle forme un brise-lames naturel qui protège la baie des vagues.
Entre les îles qui se créent, les falaises qui reculent et les plages qui s'agrandissent, les tempêtes de la mer Baltique redessinent sans cesse le paysage. Le vent n'est pas toujours violent et destructeur. En été, il fait le bonheur des kitesurfers et de bien d'autres. Sur la plage de Kulungsborn, un appontement long de 240 mètres, construit après la réunification, offre une vue imprenable sur Heiligendamm. Le nom de Heiligendamm a fait le tour du monde en 2007, à l'occasion du sommet annuel du G8. La petite localité a été l'une des premières stations balnéaires d'Europe après Brighton. Les premiers bâtiments ont vu le jour dès 1793. Ces fameuses bâtisses aux façades éclatantes ont valu à la station le surnom de Ville Blanche. Mais ici comme ailleurs, les investisseurs ont manqué à leurs promesses. C'est toujours la même histoire. Le sommet est passé, mais les travaux de rénovation n'ont toujours pas commencé. À ce jour, les villas devraient pourtant briller d'un nouvel éclat au lieu de faire ainsi grise mine. La plage de Warnemünde et sa longue succession de fauteuils-cabines, précieux alliés contre l'air souvent frais des côtes de la Baltique. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont vu le jour. Le tout premier a été fabriqué par un vannier en 1882 à la demande d'une dame souffrant de rhumatisme qui souhaitait un siège pour protéger son dos du vent. L'hôtel Neptune est né bien plus tard, mais son histoire n'en est pas moins passionnante. Ou plutôt, elle le serait si l'on en savait plus. Il se dit que l'établissement était du temps de la guerre froide un repère d'agents secrets. Ils y récoltaient des renseignements sur le compte des clients, occidentaux ou non. Les citoyens de l'ex-RDA l'appelaient l'hôtel de la Stasi. Construit dans les années 1960, il hébergeait uniquement de riches hommes d'affaires en possession de devises étrangères et des hôtes officiels de premier plan. Fidel Castro y a séjourné, ainsi que Willy Brandt. À 2 pas de là se trouve l'entrée du port de Rostock. Avec l'essor des croisières, il ne cesse de gagner en importance. 6 grandes compagnies de navigation l'utilisent comme port de départ ou d'arrivée. Dans les années 1930, on construit des avions à Rostock. C'est pourquoi la ville sera bombardée par les Alliés et en majeure partie détruite. La RDA fera plus tard construire un grand axe central, objet de fierté, présenté comme la rue de la reconstruction nationale. Après la réunification, Rostock est entièrement réhabilité. Les immeubles de béton de l'ère communiste sont rasés et les bâtiments de style Renaissance restaurés. Mais une originalité est-allemande a survécu. Les appartements aménagés sous le toit de l'église Saint-Nicolas.
Cet édifice gothique du XIIIe siècle, lourdement endommagé par les bombes, a été reconverti en immeuble d'habitation, du moins son toit. 13 appartements et 5 chambres d'hôtes ont été aménagés sur 3 étages sous la charpente qui surplombe la nef. La profusion de jardins associatifs ferait presque oublier le gigantesque port industriel tout proche. Entre Rostock et l'île de Hiddensee s'étendent des paysages caractéristiques de la Baltique, les Bodden. D'un côté, la côte escarpée, et de l'autre, une lagune. Ahrenshoop se trouve entre deux eaux, au sens propre. Baignée d'une lumière particulière, la commune a attiré de nombreux peintres dès le XIXe siècle, avant de devenir une station balnéaire. L'art peut rapporter. On le savait déjà il y a 100 ans. Sous ces charmants toits de chaume, on vend donc, entre autres, des tableaux. Non loin d'Ahrenshoop, sur la presqu'île de Dars, une plage de sable fin s'étire sur 13 km. Ici, la voiture n'a pas droit de cité. Ce site isolé se trouve au cœur d'un parc national. Même le village du nord de la presqu'île n'est accessible qu'à vélo ou en calèche. Vue du ciel, la mer dévoile ici son extraordinaire capacité à façonner les paysages. Dans le creux humide des dunes poussent des aulnes aux feuillages clairs, tandis que sur leur arête, plus sèche, s'élancent des pins aux aiguilles sombres. Face à tant de beauté, on en oublie qu'il n'y a pas si longtemps, les gardes frontières de RDA surveillaient étroitement le littoral pour couper court à toute tentative de fuite. Le Danemark n'est pas loin.
Aux portes de Zingst, autre localité prisée des vacanciers, nous retrouvons les Bodden. Kir, l'île aux oiseaux, constitue un biotope extraordinaire pour les espèces de bord de mer. Dénuée de tout relief, elle est recouverte de prés salés. En automne, des milliers de grues font halte ici avant de poursuivre leur route vers leur quartier d'hiver. Et en juin, 300 jeunes bovins sont acheminés par ferry pour paître dans les prés salés jusqu'en septembre. Ce système mis en place dans les années 1970 évite que l'île ne soit envahie par les roseaux. Les bêtes sont soigneusement sélectionnées. Largement livrées à elles-mêmes une fois sur l'île, elles doivent être robustes. Leur présence ne semble pas déranger les nombreux oiseaux qui séjournent à Kir, dont de nombreuses espèces rares. Par le passé, l'arrière-pays était une zone militaire interdite où l'on testait entre autres des fusées-sondes. Lancées par les services météorologiques de l'ex-RDA, celles-ci fendaient l'atmosphère jusqu'à 80 km d'altitude. De cette époque témoignent encore quelques vestiges. Ces bandes de cultures rectilignes font office de brise-lames. Une tentative de dompter la nature pour l'empêcher de façonner le paysage à sa guise. Ces îles vierges, couvertes de verdure, changent de forme d'une année sur l'autre. L'eau qui entre dans les lagunes et en ressort déplace des nappes de sable et remodèle ainsi perpétuellement leur contour. En bordure de ces îles enchanteresses, un chenal de 5 mètres de profondeur a été creusé pour faciliter le passage des navires de charge et éviter qu'ils ne s'échouent sur leurs rivages fluctuants. À l'horizon se profile une île tout en longueur, Hiddensee. Plus on s'en approche, mieux on distingue ses contours et plus on comprend avec un peu d'imagination pourquoi un hippocampe figure sur son blason. La pointe sud est entièrement sauvage. C'est une réserve naturelle interdite d'accès.
Cette langue sableuse ne cesse de grossir à mesure que les courants marins y déposent du sable. Aucun véhicule particulier n'est autorisé sur l'île, mais des bus sont à la disposition des touristes. Dans les villages de Wiedensee règne un calme absolu. Pour les Allemands de l'Est qui étaient envoyés ici en vacances, la déception était souvent grande. Car on ne choisissait pas sa destination à l'époque, c'est l'État qui en décidait. À moins d'être épris de nature et de solitude, il y avait de quoi s'ennuyer ferme à Wiedensee, sans même une boîte de nuit ou un semblant d'animation sur les plages. Perché sur une colline, le phare de Dornbusch a été construit en 1888. Un bâtiment emblématique, de toute évidence très apprécié, puisqu'il a déjà orné 2 timbres allemands. Avant de nous rendre sur l'île de Rügen, nous passons par Stralsund. Ville hanséatique, elle est elle aussi dépositaire d'une riche histoire. Et comme Wismar ou Lübeck, elle figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Stralsund possède également son église Saint-Nicolas. Édifiée à la fin du XIIIe siècle, celle-ci a connu des transformations au XVIIe siècle à la suite d'un incendie qui a détruit ses 2 flèches. Le clocher sud s'est alors vu coiffé d'une flèche baroque, tandis que le clocher nord a dû se contenter d'une toiture plus modeste, faute de moyens. La façade gothique de l'hôtel de ville de Stralsund a quant à elle fait l'objet de plus d'une moquerie. Extravagante et superflue, puisque ses fenêtres donnent sur le vide, elle traduit un penchant pour le faste typique de l'époque de sa construction. L'imposante église Sainte-Marie a été quelque temps le plus haut bâtiment au monde, avant que sa flèche originelle ne soit détruite par la foudre. Mais Stralsund ne brille pas que par son architecture gothique en briques rouges. Dans le port, une construction moderne a vu le jour en 2008, l'Oceaneum, élu musée européen de l'année 2 ans plus tard et consacré à la faune et à la flore marine. Non loin de là est amarré un 3-mâts datant des années 1930, le Gorschfock. N'étant plus en état de naviguer, il accueille un musée. Le nouveau pont qui surplombe la zone portuaire relie Stralsund à la plus grande île d'Allemagne, Rügen. 40 mètres plus bas, on aperçoit le vieux pont basculant qui, jusqu'en 2007, assurait seul la liaison. La construction d'un pont aussi élevé a été controversée, pour de nombreuses raisons. Les écologistes craignaient notamment qu'il ne perturbe la migration des oiseaux. Il a donc été décidé d'utiliser de gros câbles d'acier bien visibles pour les oiseaux et de renoncer à illuminer l'ouvrage la nuit afin de ne pas les désorienter. Nous commençons notre visite de Rügen par la pointe nord de l'île, le cap Arkona. 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le plateau délimité par de somptueuses falaises de craie,
2 phares se dressent côte à côte. Le plus petit a été désaffecté au début du XXe siècle, après 80 ans de service. Le besoin s'était fait sentir d'un signal lumineux plus haut et plus puissant. Les 2 phares du Cap Arkona symbolisent ainsi l'évolution de la navigation maritime. De Rügen à la Scandinavie, il n'y a qu'un pas. 4 heures de ferry au départ de Sassnitz suffisent pour rejoindre Trelleborg dans le sud de la Suède. Cette traversée se faisait autrefois en bateau à vapeur. On l'appelle aujourd'hui encore la ligne royale, car elle a été créée à l'initiative des souverains suédois et allemands de l'époque. À bord du ferry, on peut admirer les fameuses falaises de craie du parc national de Jasmund. Le souvenir des têtes couronnées est également célébré ici. Ce promontoire est ainsi appelé la chaise royale. Pourquoi ce nom? Il existe plusieurs explications. On raconte par exemple qu'un roi suédois aurait dirigé une bataille navale contre les Danois du haut de la falaise au XVIIIe siècle. Épuisé, il se serait fait apporter une chaise pour s'y effondrer. Selon une autre version, en des temps reculés, le titre de roi revenait à celui qui escaladait le plus vite la falaise, au sommet de laquelle l'attendait son trône. Les falaises de craie de Rügen sont apparues très tôt dans l'histoire de la Terre. Elles sont nées de la sédimentation de débris de coquillages provenant de micro-organismes marins. La craie qui affleure sur les côtes est aussi très présente à l'intérieur de l'île. Surnommée l'or de Rügen, elle a été utilisée pendant des siècles pour enduire les murs des maisons à la chaux et chauler les terres, fabriquer des craies à écrire ou encore des boues curatives. Mais la craie est tendre et se loge entre les couches rocheuses. En s'y infiltrant, l'eau provoque de très fréquents glissements de terrain. Le littoral rocheux de Rügen est en constante métamorphose. Ces dernières années, les glissements ont été de plus en plus fréquents. Les falaises peintes par Caspar David Friedrich, il y a près de 200 ans, ont aujourd'hui disparu. Prora, également appelé le colosse de Rügen, est un complexe de béton monumental dans le plus pur style nazi. Construit sous le Troisième Reich, Prora était destiné à devenir une gigantesque cité balnéaire capable d'accueillir 20 000 vacanciers et contrôlée par l'organisation de loisirs officielle, la Force par la joie.
un projet interrompu par la guerre. Un héritage encombrant, car il renvoie non pas à un, mais à 2 régimes totalitaires. Successivement utilisé par la Luftwaffe et l'armée rouge, le colosse a ensuite servi de caserne aux forces de l'ordre est-allemandes et à leurs unités de combat. Classé monument historique en 1993, il est aujourd'hui presque vide et en piteux état. On y trouve néanmoins un centre de documentation et une auberge de jeunesse. Un projet de reconversion d'une partie des blocs en complexe hôtelier est également en cours. Avec ses 4,5 km de béton armé à 2 pas d'une superbe plage de la Baltique, Prora est l'un des plus longs complexes de bâtiments au monde, vestige de la folie des grandeurs nazies. Un peu plus à l'intérieur des terres, véritable réconfort pour les yeux, le château de chasse de Granitz. Que l'on soit ou non nostalgique, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller en découvrant ce vieux chemin de fer encore en activité, une ligne à voie étroite inaugurée en 1895. 8 locomotives à vapeur y acheminent encore aujourd'hui des wagons remplis de vacanciers jusqu'aux plages de Rügen. Sur la centaine de kilomètres du réseau d'origine, il n'en reste que 24. Ce train n'est pas seulement une attraction touristique. Son parcours s'intègre dans le réseau ferré public. On le surnomme le Roland Express. Express, car il atteint 32 km/h en vitesse de pointe, ce qui paraissait extrêmement dangereux il y a un siècle. Aujourd'hui, il permet de redécouvrir le plaisir de voyager à un rythme moins effréné. La petite île de Film, au large de la côte sud de Rügen, est hérissée de hêtres. Ils comptent parmi les plus vieux d'Allemagne. Ils peuvent pousser tranquillement sur cet îlot tout en forêt où l'on n'a pratiquement plus abattu d'arbres depuis le XVIe siècle. Du temps de la RDA, l'île était interdite au grand public, mais les hauts dignitaires du parti, comme Erich Honecker et son épouse, venaient y séjourner. 11 charmantes maisons avaient été construites à cet effet. Cet isolement a au moins été salutaire du point de vue écologique. Seuls 30 visiteurs par jour sont actuellement autorisés à pénétrer dans ce biotope sous l'œil vigilant d'un personnel qualifié. Nous
Nous laissons à présent Rügen derrière nous pour descendre un peu plus au sud, puis bifurquer vers l'est en direction de la frontière polonaise. Première étape, la ville universitaire de Greifswald. Il s'agit là encore d'une ancienne ville hanséatique, comme tant d'autres dans le nord de l'Allemagne. Mais celle-ci a bien failli être défigurée sous le régime communiste. Tous ces bâtiments devaient être démolis. Les urbanistes de l'État voulaient raser la vieille ville et la remplacer par des immeubles en béton, symbole de progrès. Par bonheur, ce projet n'a pas été mené à bien. Seuls quelques édifices historiques ont dû céder la place à des constructions modernes qui ont à leur tour disparu après la réunification. Tout ne peut cependant pas être démantelé aussi facilement. À quelques kilomètres de la ville, juste derrière la station balnéaire de Lubmin, on trouve des installations nucléaires désaffectées. La centrale Nord, l'une des deux en activité du temps de la RDA. Construite dans les années 1960 avec l'aide de l'URSS, la centrale a été fermée peu de temps après la réunification. De nombreux manquements à la sécurité avaient été constatés et les incidents se multipliaient. Le démantèlement des installations a commencé en 1995. 800 personnes s'y emploient. C'est un chantier inédit, géré par une entreprise spécialisée. Il s'avère en tout cas que le démontage d'une centrale nucléaire coûte plus cher et prend plus de temps qu'on ne l'imaginait. Les déchets à faible radioactivité sont décontaminés manuellement, tandis que les éléments hautement radioactifs sont entreposés dans des châteaux de transport sur une aire de stockage provisoire. Mais où iront-ils ensuite ? L'arrêt de la centrale a en tout cas mis fin aux craintes d'accidents nucléaires dans la région. L'île de Rügen abrite à l'heure actuelle 2 habitants et de temps à autre quelques voyageurs venus admirer la beauté sauvage de cette réserve naturelle. Cet îlot a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. La Wehrmacht y avait établi une base de contrôle aérien reliée au centre d'expérimentation militaire de Peenemünde. Peenemünde, sur l'île d'Usedom, accueillait notamment le pôle de recherche dirigé par Werner von Braun. Avec son équipe, l'ingénieur avait mis au point la fusée à carburant liquide Agrégat 4, le premier missile balistique opérationnel. Goebbels, ministre de la propagande, l'avait rebaptisé arme de représailles numéro 2, ou V2. Présenté comme une arme miracle, le V2 est mis en service à la fin de la guerre. En lieu et place de cette base secrète expérimentale se tient aujourd'hui le musée historique et technique de Peenemünde qui entretient le souvenir de ce sombre chapitre de l'histoire européenne. Mais Usedom a connu des époques plus heureuses. Avec ses 42 km de plages de sable, l'île compte de très nombreuses stations balnéaires, dont les plus connues sont Heringsdorf, Albeck et Banzin, surnommés les 3 bains de l'empereur, en référence au séjour de Guillaume II.
Les villas et hôtels au charme historique, dans le style des stations de bord de mer du XIXe siècle, témoignent de la longue tradition balnéaire des lieux. Cet engouement pour les séjours à la mer a commencé avec la découverte des joies de la baignade et du bon air marin. L'embarcadère d'Albec en fait l'une des stations balnéaires les plus emblématiques de la Baltique. Il en émane une certaine nostalgie, car il renvoie à une époque où le tourisme littoral était encore une expérience inédite et rare, empreinte d'un certain chic. La Baltique montre ici son visage touristique, offrant 1000 délices aux estivants et venant caresser des plages remarquablement entretenues. Mais loin des hommes, là où la nature est encore reine, c'est la mer qui se fait plaisir en sculptant les paysages à sa guise.